suivant. Pour la 5e session, le thème c'est un cadre juridique et institutionnel modernisé comme gouvernance des entreprises publiques. Pour la session 6, des modes de financement innovants pour les entreprises publiques. Pour la session 7, c'est le même thème. Et pour la session 8, le thème c'est le conseil d'administration au cœur de la gouvernance d'entreprise. Nous devrions en principe commencer par la 5e session, étant donné que les ministres ne sont pas encore présents dans la salle, pour des raisons de contrainte du calendrier que nous comprenons certainement. On va donc y aller avec la session 6, qui porte sur les modes de financement innovants pour les entreprises publiques. Pour cette session, le modérateur, c'est M. Herman Gouébé. Mais bien avant, nous allons assister à la restitution des travaux d'hier. Cette restitution sera faite par Fabienne Rochka. Elle est spécialiste principale secteur public à la Banque mondiale. Je l'invite de venir prendre la parole pour la synthèse des travaux de la journée d'hier. On l'accueille, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tout le monde. Et vraiment, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous restituer un petit peu les travaux que nous avons réalisés hier. Donc, on a fait une petite présentation qui, je laisse faire, va apparaître. Ok, pour essayer, c'est bon ? Pour essayer de résumer un petit peu les travaux que nous avons eu hier, nous avons eu des sessions très riches hier. Et je pense que nous avons eu de très très bonnes discussions. Et ce qui ressort, c'est que bien sûr, les entreprises publiques ont un rôle très important à jouer dans la croissance économique. Excusez-moi, est-ce que la présentation... Excusez-moi. Je pense que les présentations, c'est un petit peu difficile. On a déjà vu ça hier, malheureusement. Mais je pense qu'on va apprendre aujourd'hui et on essaiera d'être un petit peu mieux aujourd'hui. Mais en tout cas, hier, on a vu que les entreprises publiques jouaient un rôle très important dans la croissance économique. La prochaine, s'il vous plaît. Dans la croissance économique. Et donc, nous avons essayé de résumer un petit peu avec cette diapositive. Nous avons vu sur les expériences qui nous ont été données, notamment avec l'OCP Africa, notamment également avec la Sénélec, Congo Télécom, la SNPC, EY, et également les expériences de la Côte d'Ivoire et de la République centrafricaine. Nous avons vu qu'il y a effectivement différents types d'entreprises publiques qui jouent un rôle bien sûr très important dans la croissance économique de la sous-région. Il y a donc des entreprises publiques, bien sûr, qui ont des bénéfices, donc qui ont des profits et qui fonctionnent très bien. Il y a des entreprises publiques qui, bien sûr, sont plus en difficulté, donc nous avons vu ça hier. Il y a des entreprises publiques également qui ont une position dominante sur le marché. Des entreprises publiques qui ont des services publics, des obligations de service public assez importants. Et chaque cas est différent. Il y a des entreprises publiques, bien sûr, alors toutes contribuent aux politiques publiques de l'État. Certaines, bien sûr, fournissent des revenus ou des dividendes à l'État, et d'autres, bien sûr, reçoivent des transferts de ces entreprises de l'État. Bien sûr, il y a des entreprises toutes les entreprises d'ailleurs, ont des infrastructures, donc c'est des infrastructures généralement très importantes pour le pays. Et donc, toutes ces différentes entreprises publiques, nous l'avons vu hier, ont des situations différentes et des histoires différentes également. Il y a vraiment, on a vu avec l'OCP Africa par exemple,
vraiment je pense une histoire très bien qui vraiment repose sur une transformation et qui a permis donc à cette organisation vraiment de devenir très importante. Il y a des histoires, bien sûr, qui sont encore en transformation, des entreprises publiques qui sont en train de se transformer ou d'essayer de se transformer elles-mêmes. La prochaine, s'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, nous avons eu également des discussions sur les réformes des entreprises publiques. Premièrement, en ce qui concerne les États eux-mêmes, là où donc les États cherchent à apporter de nouvelles lois cadres, surtout pour la gouvernance des entreprises publiques, pour essayer d'améliorer et moderniser ce cadre de gouvernance. Il y a également les normes comptables, donc je pense que ça nous a été également relié hier, des normes comptables qui devraient être respectées avec des rapports financiers, notamment, je pense que hier nous avons pris connaissance du fait que la SNPC maintenant a des états financiers qui sont prêts et disponibles à partir de mars, de la fin mars, donc 3 mois après la fin de l'année fiscale. Nous avons également donc vraiment un besoin de moderniser et d'accroître la transparence dans les entreprises publiques. Nous avons vu ça hier. Il y a également, et je pense que nous avons eu une discussion et nous allons continuer ces discussions aujourd'hui avec la sélection du conseil d'administration. Donc l'importance d'avoir cet aspect de politique humaine qui permettent donc cette sélection de conseil d'administration avec des compétences qui sont nécessaires. Il y a également certaines réformes qui sont en train de rendre... Ok, c'est bon. Je ne sais pas, peut-être c'était parce que j'ai trop parlé en fait. Donc ils sont en train de me dire d'arrêter de parler, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est de rendre obligatoire certains dividendes. Nous avons vu donc une politique qui est en train de se mettre en place, par exemple, ici même en République du Congo, avec de nouveaux textes qui obligent les entreprises publiques à rendre des dividendes à l'État. Et il y a également quels sont les contours du portefeuille et regarder un petit peu, faire un suivi plus rapproché du portefeuille de l'État pour réellement connaître donc les différents passifs, etc. des entreprises publiques. En termes d'entreprises publiques, donc là nous avons vu hier qu'il y a donc les améliorations dans les entreprises publiques, notamment dans la gestion des entreprises publiques. Il y a donc bien sûr besoin de formation, et ça je pense que ça avait été vraiment, il y avait un accent qui avait été mis sur ça hier, donc des formations et donc un investissement dans le capital humain. Et d'ailleurs cet investissement, je pense que nous a été donné cette histoire avec OCP Africa, cet investissement important qui a été fait avec le capital humain et donc qui a porté ses fruits. Donc tout ça pour renforcer bien sûr la gestion et l'administration des entreprises publiques et puis pour avoir bien sûr des résultats plus intéressants. Bien sûr, nous avons aussi abordé les nouveaux investisseurs, donc les injections de financement pour pouvoir justement investir dans de nouvelles idées, dans de nouvelles technologies, pour pouvoir investir aussi dans le capital humain, bien sûr, et puis pour pouvoir donc avoir des résultats plus probants. Et puis finalement, je pense, certaines réflexions qui sont en train de se passer, justement dans le contour des portefeuilles et dans possiblement se désengager dans certains domaines pour certaines entreprises publiques qui ne disposent pas forcément d'un avantage comparatif ou bien qu'ils sont déficitaires. Donc je pense que nous avons vraiment brossé un tableau très intéressant hier que nous allons approfondir aujourd'hui et demain, notamment avec les sessions que nous allons avoir. Je sais que nous allons avoir une session, je crois, qui va suivre sur les financements. Donc on reprendra ce que nous avons brossé un petit peu hier sur les financements et approfondir, et également sur les conseils d'administration.
Donc je vous remercie tous pour votre attention et je nous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette synthèse. Merci bien. On va donc débuter les travaux en session. Place à notre première session du jour. Le modérateur de cette session, c'est M. Herman Bouélé. Il n'est pas dans la salle? Et les panélistes sont M. Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence de notation Bloomfield, M. Christian Otoli. Attention, ce que tu viens de le faire. Non, je vais juste débrancher. Débrancher. Je vais rebrancher mon câble encore. Non, attends. Monsieur Christian Otoli, il est gestionnaire de la CRCT à la Banque des États d'Afrique centrale. Monsieur Pascal Nguema, chef de division secteur marchand et financement structuré de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les panélistes vont donc s'installer et le thème de cette session, c'est justement des modes de financement innovants pour les entreprises publiques. Bonjour à tous. Monsieur le directeur de cabinet du ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, mesdames et messieurs les partenaires de la Banque mondiale, mesdames et messieurs chers invités, bienvenue à cette session qui va aborder la question des modes de financement innovants pour les entreprises publiques. Depuis 2 jours hier, nous avons donc abordé de fond en comble la question de la gouvernance des entreprises publiques. Ce que nous pouvons retenir pour cette session de cette gouvernance, c'est qu'il y a un point très important pour les financiers qui est donc la transparence. Donc la gouvernance contient un volet transparence. Pourquoi c'est important pour les financiers? Simplement parce que cette gouvernance permet aux investisseurs de faire une intrusion dans la vie d'une entreprise pour voir comment cette entreprise est organisée, quels sont les process qui ont été mis en place, notamment pour la nomination de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, comment l'exploitation de cette entreprise se fait, comment est-ce que cette entreprise édite ses comptes, fait la publicité de ses comptes, comment est-ce que ceux qui sont censés gérer ces entreprises rendent des comptes auprès des mandants. Donc, cette inquisition dans la transparence permet donc aux financiers de dresser un profil de risque qui donne la possibilité à cette entreprise d'accéder à un certain nombre d'instruments financiers pour pouvoir financer son exploitation, ses investissements. Donc, pour cette session, nous allons aborder toutes ces questions avec des spécialistes qui sont ici présents. Nous avons donc M. Pascal Nguema, chef de division du secteur marchand et des financements structurés à la B2AC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, basée ici à Brazzaville. Nous avons M. Christian Rodrigo Toli, il est banquier central, responsable de la cellule, il est gestionnaire de la cellule de règlement et de conservation des titres, qui est le dépositaire central unique depuis la fusion des marchés financiers en Afrique centrale. Et puis nous avons M. Stanislas Zézé Bayard, il est président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, qui est une agence de notation panafricaine. Donc pour débuter cette session, ma première question va s'adresser à M. Pascal Nguema. Vous êtes donc à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, donc qui joue un rôle très important dans la mise en œuvre des politiques de développement et de la promotion du secteur privé dans la CEMAC. Je voulais savoir comment est-ce que la banque, la B2AC, prend-elle en compte dans ses process les problématiques de gouvernance, notamment dans votre politique de gestion de risque, et quels sont les mécanismes de financement qui sont dans votre portefeuille, et comment concrètement, vous pouvez nous dire ici, vous avez accompagné des entreprises publiques dans des politiques de développement qui ont marché dans la CEMAC. Merci.
Dans un premier temps, je vais plus ou moins faire une certaine présentation sommaire de la BDAC. La BDAC a été créée en 1975. C'est une banque de développement qui a pour vocation de concourir au développement et à l'intégration des économies de ses États membres, notamment en termes de structure qu'elle accompagne sur le plan dans le secteur public. Elle accompagne des États, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, des structures publiques et des structures parapubliques. Son mode en termes de demande pour la plupart des structures, notamment des structures dans le cas de ce panel qui touche plus ou moins des structures parapubliques, elle intervient aussi via une demande de financement qui, à la base, devra être signée. En disant signé, c'est plus ou moins pour présenter l'importance en termes de rapport au niveau de nos interventions dans les structures para-étatiques. Elle doit être signée par les personnes habilitées. Après la réception de demandes, la BDAC intervient sur la base de certains critères d'intervention. Il est important de savoir que lorsqu'une demande vient auprès de la BDAC, bien qu'elle vienne soit par une entreprise publique ou une entreprise privée, le mécanisme d'intervention de la BDAC s'assoit sur certains critères. Nous avons les critères d'éligibilité et nous avons les critères de recevabilité. Dans le cas des critères d'éligibilité, il est important de voir, dans un premier temps, la forme. Il est important de voir le plancher. Il est important de voir le secteur d'intervention. Lorsque nous rentrons dans la partie du critère de recevabilité, nous prenons en compte des paramètres relatifs aux résultats et à l'impact socio-économique du projet. Nous prenons aussi en compte, ça c'est pour les projets plus ou moins publics, ce qui est lié avec l'État et les collectivités locales. Dans le cadre d'un projet issu ou d'une demande issue d'une entreprise para-étatique, effectivement, au-delà de l'aspect socio-économique, nous rentrons dans une phase d'analyse pour voir la rentabilité financière. Cette phase d'analyse de la rentabilité financière nous donne la capacité de comprendre et de voir la structure intrinsèque de l'entité sur le plan financier. Au regard de tous ces critères, la BDAC pourra définir sur la phase d'une analyse poussée dans la phase de l'évaluation de projet si nous pouvons accompagner un projet para-étatique, oui ou non. Il est aussi important de comprendre que dans la phase de recevabilité, l'entité, qui est l'entité parapublique, nous poussons aussi une analyse d'avoir la capacité, si l'entité regorge des fonds propres qui vont la permettre de pouvoir s'émouvoir facilement dans la mise en place de l'opération qui la concerne. En rentrant déjà dans votre question, et effectivement, la BDAC dans le déploiement de tous ces outils d'intervention, nous prenons un point d'honneur en ce qui concerne l'analyse du risque. Et à cela, la BDAC, comme toute autre entité, regorge des outils, une cartographie de risque. Et dans le cadre d'un projet para-étatique, en fait d'une entité para-étatique, l'analyse s'apparente plus comme un projet privé. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la structure doit déjà avoir un certain matériel financier, doit avoir un état sain. Nous poussons cette analyse sur 3 points. Nous avons l'aspect technique, nous avons l'aspect juridique et nous rentrons aussi dans l'aspect gestion. Dans l'aspect gestion, nous allons plus ou moins voir les questions qui sont liées à la gouvernance. Dans l'aspect technique,
au-delà de la présentation technique des études de faisabilité, nous rentrons derrière, c'est une entité qui existe, nous poussons notre analyse sur un outil de base de gestion financière et comptable, que ce qui est les états financiers. Ces états financiers nous donnent la capacité de faire la distinction entre deux choses. Le projet en lui-même est un projet, cependant, l'entité qui porte le projet, avant la mise en œuvre du projet, il est important d'avoir un regard sur les contours et son fonctionnement, notamment en termes de gestion financière. L'analyse que nous faisons de manière générale sur cet outil qu'est les états financiers, nous regardons les bilans et les comptes de résultats. L'analyse de ces deux points nous donne la capacité de faire ressortir certains ratios. Ces ratios n'impactent pas directement le projet, mais ces ratios impactent l'entité elle-même. Car nous devons savoir, plus ou moins, l'entité qui vient vers nous, comment elle se comporte. On va analyser les ratios de capacité d'endettement et d'autres. Lorsque nous rentrons dans la phase du projet, effectivement, comme je vous l'ai si bien dit, que dans l'approche, la BDAC engage l'approche sur un projet public comme un projet privé, notamment les projets para-étatiques. Nous allons analyser la structure du projet, le projet en lui-même, conformément au mécanisme de fonctionnement de la BDAC, doit rembourser son prêt. Et donc, pour cela, nous analysons et faisons des projections financières qui donneront la capacité de pouvoir apprécier si l'activité en lui-même qu'est le projet peut supporter le service de la dette. Et comme étant une structure para-étatique, la structure dans son comportement et dans sa forme intrinsèque traduit un grand levier qu'est l'État, effectivement, dans son fonctionnement. Et pour cela, dans certaines opérations, il y a des entités qui se font accompagner par l'État dans la mise en œuvre de certaines garanties pour boucler le chemin des garanties. Donc, en ce qui concerne la prise en compte du risque de gestion, la BDAC pousse plus loin dans son analyse la structuration juridique de l'entité. Car la BDAC accompagne des personnes morales. Et ces personnes morales, dans le cadre des structures para-étatiques, sont généralement régies par les règles de l'OHADA. En ce terme, nous rentrons pour analyser aussi la partie de la gouvernance. Nous voyons comment est structurée juridiquement l'entité. Parce que la structuration juridique de l'entité donne la capacité de voir la distribution de pouvoir qui définit l'engagement et qui représente un socle dans le contrat ou la capacité de clôturer l'activité que nous voulons mener avec cette entité. Il est important de comprendre pourquoi nous rentrons dans la partie de l'analyse de la structure juridique de l'entité. Comme je l'ai si bien présenté dès le début, toute relation avec la BDAC avec une entreprise para-étatique se fait par une demande. Il est important que cette demande soit signée et visée par le donateur, la personne qui incarne la responsabilité de gestion de l'entreprise. De manière générale, ce point, par moment, au niveau des relations ou la mise en place de certaines opérations entre la BDAC et plusieurs structures publiques ou para-étatiques, nous nous retrouvons toujours bloqués sur ce flou. Donc, par moment, une demande vient signée par le PCA. Or, lorsque nous poussons l'analyse dans la structuration juridique, nous nous rendons compte que l'entité est gérée par les pleins pouvoirs du directeur général. Ce sont des petits vices comme ça qui, par moment, nous donnent
plus ou moins la capacité de pousser notre analyse. Très bien, merci beaucoup. Donc si nous comprenons bien, vous, B2AC, lorsque vous recevez ou vous voulez octroyer un crédit à une entreprise publique, vous regardez son éligibilité, vous regardez sa recevabilité avec un certain nombre de critères, vous faites des analyses techniques, juridiques, financières, et surtout, vous regardez comment est-ce qu'à l'intérieur de ces structures, la prise de décision se fait pour pouvoir fonder votre analyse de la gouvernance de cette entreprise et donc de votre capacité à l'accompagner dans son projet. Merci beaucoup, M. Nguema. Alors, pour la suite, je vais me tourner vers M. Christian Otoli. Vous avez longtemps travaillé pour le refinancement bancaire au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et je pense que nous voulons savoir ici comment est-ce que vous pouvez nous édifier sur les possibilités de refinancement des banques de la place, donc au guichet de la banque, et en quoi la bonne gouvernance des entreprises publiques facilite-t-elle l'accès au crédit par les banques. Ça, c'est donc la première partie de la question. La seconde partie, c'est que nous voulons savoir que préconisez-vous aux entreprises répondant aux standards de bonne gouvernance comme mode de financement innovant pour la gestion de leur trésorerie ou des investissements. Et si vous avez des exemples de financement, notamment par les mécanismes de marché qui fonctionnent aujourd'hui avec votre structure. Merci. Déjà, avant tout propos, je voudrais, au nom du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, remercier les autorités congolaises et particulièrement le ministre en charge du portefeuille public pour avoir bien voulu nous associer à ce cadre de réflexion qui, pour nous, intègre bien les problématiques du moment à l'échelle de la CEMAC en matière de financement des entreprises publiques. Alors, ceci dit, donc le thème en soi est d'actualité, mais plus encore, le thème de ce panel sur les financements innovants pour les entreprises publiques. Alors, quand on parle de financement, déjà, le thème nous montre bien le lien entre gouvernance et financement, c'est-à-dire que quelque part, la gouvernance va conditionner plus ou moins le financement. Alors, parlons du financement. C'est vrai, on le dit de manière globale, mais c'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qu'on veut financer. Quel type de besoin on veut financer. On peut comme ça les regrouper un peu, on peut les regrouper en trois. On peut avoir des besoins de financement en termes de fonctionnement, donc un peu la trésorerie. Mais on peut être dans une logique d'investissement, pour plus renouveler l'outil de production. Mais on peut être aussi dans une dynamique d'extension de son activité, donc du développement de l'entreprise. Donc selon les besoins, des solutions, ils sont proposés. Alors, vous avez parlé de la Banque centrale par rapport à ce qui a été fait en matière de refinancement. Ce qu'il faut peut-être souligner, et c'est peut-être un fait du hasard, mais il y a 10 ans, jour pour jour, du 12 au 14 février, nous nous retrouvons à Douala, cette fois avec tous les acteurs de la place, pour discuter, réfléchir sur le nouveau modèle de financement à l'échelle de la CEMAC. Donc les réformes initiées par la Banque centrale dans l'optique de moderniser le système de financement. En fait, passer à un autre paradigme en matière de financement. Donc le financement à travers le marché qui couvre tous ces types de besoins. Trésorerie, investissement en matière de renouvellement, et également en matière d'extension. Alors, ce qui aboutit à permettre à la CEMAC de disposer de l'ensemble des compartiments en matière de financement par le marché, que ce soit pour l'aspect trésorerie ou l'aspect financement d'investissement. Pour ce qui est de la Banque centrale, dans le volet refinancement, donc tout le cadre de politique monétaire de la BIAC a été rénové avec des nouveaux instruments qui permettent aux banques de mieux financer l'économie, donc de mieux financer les entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce nouveau dispositif où, puisque vous parlez de refinancement, on a en face les banques qui financent l'économie, donc les entreprises, et derrière, les banques se retournent vers la Banque centrale. Parce qu'en la matière, dès qu'on parle de financement, il faut tout de suite penser au risque. Risque de crédit, mais également risque de liquidité. Et donc la Banque centrale apporte des solutions en termes d'instruments pour permettre aux banques de continuer à financer les entreprises en leur apportant les solutions en matière de risque de liquidité.
Et en la matière, la Banque centrale, en le faisant, prend aussi des risques parce que derrière la banque, c'est l'entreprise qui bénéficie du crédit. Et derrière, si l'entreprise fait défaut, la banque aura du mal à faire face à ses engagements vis-à-vis de la Banque centrale. Dans le dispositif de refinancement de la Banque centrale, des exigences sont aussi là déployées en matière de risque de refinancement par rapport aux banques qui bénéficient. Parce que quand la banque accorde le crédit, derrière, elle se retourne vers la banque, elle doit apporter des garanties. Ça peut être du collatéral ou du papier public, là n'est pas le sujet, mais également du papier privé. À l'état actuel, où les entreprises de manière générale, mais les entreprises publiques, particulièrement au Congo, se financent par les modèles classiques, à savoir le financement bancaire ou l'autofinancement. Donc, le financement bancaire est ici appuyé par la Banque centrale à travers son mécanisme de refinancement qui exige aux banques qui vont se refinancer de présenter des dossiers des entreprises qui ont bénéficié de crédit en regardant ici leur situation financière en termes de passé, les 3 derniers exercices, qu'est-ce que ça donne en termes de qualité, mais également les perspectives et un certain nombre de comportements vis-à-vis des engagements pris en termes de respect des échéances, en termes de tous les éléments qui rentrent dans la qualité de la signature. Et le nouveau dispositif a l'avantage d'apporter des solutions de liquidité aux banques sur toutes les situations possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à l'ancien système avant 2018, puisque ça a été déployé en 2018, aujourd'hui, la Banque centrale est en capacité avec ses instruments d'accompagner les banques sur tout type de problème de liquidité, au jour le jour jusqu'à des maturités de 12 mois. Et quelle que soit l'origine qu'il y a derrière, que ce soit du fait des actifs publics ou du fait des actifs privés. Mais à contrario, la Banque centrale a un dispositif de risque assez solide, que ce soit pour les actifs publics ou la dimension notation financière intégrée. Mais sur les entreprises privées, étant donné, pour la plupart, c'est des actifs qui ne sont pas sur le marché, donc pas négociables, ou également il n'y a pas la notation. Et donc là, la Banque centrale a un système de notation interne qui lui permet d'apprécier. Ça veut dire quoi? Derrière, toute entreprise qui voudrait bénéficier d'un financement d'une banque, d'être accompagnée sur son projet, de façon naturelle, devrait s'assurer que derrière, la banque prend un risque en termes de liquidité et donc il faut nettoyer son bilan, présenter des états financiers clairs, certifiés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des aspects. Là, on est dans le modèle classique avec la solution innovée apportée par la Banque centrale en termes de gestion de risque. Mais à côté, la Banque centrale a travaillé à mettre en place les différentes solutions de marché pour les entreprises, également pour les États, mais ce n'est pas le sujet, mais pour les entreprises. Alors, ça se situe à quel niveau? Nous avons ce qu'on appelle le compartiment des titres de créances négociables, le TCN, qui est d'actualité. Le texte réglementaire a été adopté mars 2015, les textes d'application 2017. Aujourd'hui, c'est un marché qui fonctionne, il y a des banques, il y a des entreprises, et même la BDAC qui lève les fonds qui vont sur ce marché. Donc, ça permet aux entreprises de pouvoir régler leurs problèmes à la fois de trésorerie, parce qu'à travers un instrument qu'on appelle billet de trésorerie, une entreprise peut émettre ce billet sur des maturités allant jusqu'au maximum 2 ans. À côté, il y a l'autre instrument qu'on appelle bon à moyen terme négociable, qui va de 2 ans à 5 ans, où l'entreprise, donc il s'agit ici des entreprises publiques, peuvent à travers ce mécanisme le faire. Au-delà, on va y arriver sur l'autre aspect en termes de mobilisation des fonds, soit par ouverture du capital à travers la bourse ou bien par levée des fonds en termes d'emprunt obligataire. Mais pour rester sur la partie titre de créance négociable ou de manière générale, parce que là, on parle de nouveau paradigme parce que les obligations, le modèle même de financement change. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, on est en face d'un banquier, donc c'est une relation bilatérale. On connaît son créancier, on discute, on peut s'appeler au téléphone. Mais dès lors que vous êtes sur le marché, vous ne savez pas qui vous apporte la ressource. Mais vous avez l'obligation de lui donner l'information sur comment vous gérez votre entreprise, comment vous vous projetez, quelle est la situation financière, donc les états financiers certifiés. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, les solutions sont là, mais encore qu'il faut les mériter. Les mériter comment? C'est à travers tout ce qu'on a vu en amont de plusieurs, l'aspect gouvernance. En réalité,
le marché vous donne des possibilités infinies en matière de financement. Mais encore qu'il faut convaincre, il faut de la crédibilité. Et pour cela, on sort d'un... Pourquoi ces solutions innovantes en termes de marché? Parce que les solutions classiques ont leurs limites, en termes déjà de diversification du risque, parce que l'interlocuteur qui a en face de vous, le banquier, il ne peut pas vous financer à l'infini. Il est limité par des contraintes, par le fait que c'est les ressources collectées. Mais par le marché, ce qui vient en complément, ça ne vient pas écarter, mais ça vient en complément. Vous avez là des investisseurs qui sont en face de vous, qui continuent à vous apporter des ressources, notamment les sociétés d'assurance, les caisses de retraite et ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce volet en termes de solutions innovantes à travers les marchés et pour lesquelles nous invitons les entreprises publiques du Congo à s'y lancer. Et une des conditions derrière, c'est la transparence financière. Et transparence financière dit produire des états financiers à temps, les rendre publics, faire connaître ces produits, mais également permettre aux acteurs neutres de pouvoir donner leur opinion sur ce que vous êtes. Et donc la notation financière devient un enjeu capital en matière de possibilité de financement par le marché. Merci, Monsieur Otoli. Ça, c'est une très belle transition. Donc, selon vous, vous offrez plusieurs modes de financement classiques par le secteur bancaire directement, par de la finance directe, donc, notamment avec les innovations apportées depuis le cadre qui a été rénové en 2015 avec les titres de créances négociables. Vous avez égrené les différents instruments que ce mode de financement permet donc aux entreprises de manière générale, mais surtout aux entreprises publiques. Mais surtout, un élément très important, vous dites que la notation financière devient un élément important, central, pour permettre justement aux entreprises d'être plus transparentes, pour que les investisseurs puissent savoir dans quoi ils mettent leur argent et donc faciliter l'accession aux entreprises publiques à ce mode de financement. Justement, nous parlons de notation financière. Nous avons avec nous le patron de l'agence de notation Bloomfield Investment, M. Zézé. Vous êtes donc le patron de cette agence qui note en monnaie locale. Votre métier consiste donc à apprécier le risque, donc à donner une note au titre à une entité, qu'elle soit publique ou privée, supranationale. Quel est l'intérêt de la notation financière pour les entreprises publiques et particulièrement par votre structure, Bloomfield? Et cette notation financière permet-elle réellement d'améliorer la gouvernance des structures publiques? Et pouvez-nous donner des exemples d'entités notées qui ont pu accéder à des modes de financement alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus compliqué pour ces entités? Merci infiniment. Je voudrais, peut-être avant mon propos, remercier le ministère du Budget et du Portefeuille public de m'avoir invité à participer à cette conférence. Et pour respecter le parallélisme des formes, je vais certainement présenter Bloomfield. Donc Bloomfield existe depuis 17 ans. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Nous intervenons dans 20 pays africains, 3 pays européens et un pays asiatique. Bloomfield est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Et à la différence des agences de notation internationales, nous avons une particularité, c'est que nous faisons nos notations en monnaie locale, ce qui a beaucoup plus de sens dans un marché comme celui-là, le marché africain en particulier. Et la différence entre la notation financière en devises étrangères et la notation financière en monnaie locale, c'est que la notation en devises étrangères établit la capacité de l'entité notée à faire face à ses obligations financières en devises étrangères. Donc elle n'établit pas nécessairement sa crédibilité, mais elle établit sa capacité à faire face à ses obligations financières en devises étrangères. Ce que ça veut dire, cette notation va mettre l'accent particulièrement sur le niveau de réserve de devises et la politique de transfert de devises. Et nous sommes par contre dans un environnement, je parle de l'environnement africain en général, avec des économies qui sont plutôt, pour la plupart d'ailleurs, pour la grande majorité, des économies de rente. Donc qui ont des niveaux de réserve de devises qui sont plutôt faibles. Donc ce que ça veut dire, en devises étrangères, la majorité des pays africains sont condamnés à avoir de mauvaises notes, quelle que soit la performance de leur économie.
Et nous estimons que c'est un biais de marché que nous avons corrigé en introduisant la notation financière en monnaie locale qui établit la crédibilité des entités notées. Donc c'est ça la différence essentielle entre aujourd'hui. Il est extrêmement important pour les pays et les entreprises, surtout les pays et les entreprises qui ont des obligations financières à l'étranger ou qui émettent des obligations à l'étranger, d'avoir les deux notations. Donc établir leur crédibilité et établir leur capacité à faire face à leurs obligations financières en devises étrangères. Alors quel est le rôle d'une agent de notation financière en général? C'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Et la qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté de l'entité notée à faire face à ses obligations financières à court, à moyen et à long terme. Et donc nous faisons une analyse très approfondie de paramètres qualitatifs et quantitatifs qui nous permettent d'établir cette crédibilité-là sur deux échelles. Une échelle à court terme qui va évaluer la qualité de crédit à moins d'1 an, donc mettre l'accent sur la liquidité et la trésorerie de l'entité notée à moins d'1 an, donc c'est l'échelle à court terme. Et l'échelle à long terme va mettre l'accent sur les fondamentaux même de l'entité notée, sa capacité intrinsèque à générer du cash, à absorber de l'emprunt et à utiliser l'emprunt de sorte à pouvoir rembourser cet emprunt-là. Et sur les échelles sont catégorisées en risques. Donc vous avez, sur l'échelle à long terme, vous avez 20 crans qui partent de risques, de défauts probables à risque extrêmement faible. Et l'échelle à court terme qui comprend 4 crans à 7 crans est le même principe. Donc en fonction de la note que vous obtenez, le marché sait que vous appartenez à telle catégorie de risques et va mettre en place des mécanismes d'emprunt, de prêt en fonction de votre crédibilité. Donc plus vous êtes crédible, moins cher l'argent coûte et vous avez l'argent, vous avez un accès facile à l'argent. Moins vous êtes crédible, évidemment, plus cher l'argent coûte et plus les conditions d'emprunt sont corsées. Pour les entreprises publiques que nous notons depuis une quinzaine d'années d'ailleurs dans différents pays, nous avons constaté que la notation financière a eu un impact significatif dans la gouvernance de ces entreprises-là, dans leur capacité à accéder à des financements et aussi dans leur relation avec leur tutelle et même dans la logique que ces entreprises soient gérées comme des entreprises privées, parce que c'est ça l'objectif, surtout les entreprises publiques marchandes qui sont créées pour créer de la richesse et donc qui doivent être gérées comme des entités dans une logique de créer de la richesse. Donc, le processus de notation financière a permis à ces entreprises d'établir leur crédibilité de marché et d'avoir accès à des financements bancaires, accès au marché des obligations et a permis d'ailleurs d'emprunter sans la garantie de l'État. Et je crois que c'est extrêmement important. On parle de financement innovant. Je crois que l'introduction même de la notation financière est une innovation en soi sur le marché des capitaux dans notre région. Dans ce sens où nous sortons de la logique de systématiquement demander des garanties qui en réalité n'étaient pas cohérents. Parce qu'une garantie vient, si vous voulez, établir ou couvrir la probabilité de perte ou la probabilité des défauts et la probabilité de perte éventuellement s'il y a un défaut. Mais pour qu'on demande une garantie, il faut qu'on établisse déjà cette probabilité de défaut-là. Et la notation financière, justement, établit cette probabilité de défaut et donc va permettre de faire la discrimination de qualité de crédit des entités emprunteuses et donc va permettre d'avoir, si vous devez demander une garantie, va permettre de demander des garanties qui soient adéquates au niveau de risque que représente l'entité. Au lieu de demander systématiquement 100% de garantie, il y a des entités à qui, en fonction de leur qualité de crédit, on demandera que 20% de garantie ou 30% de garantie, ce qui serait absolument cohérent.
Aujourd'hui, nous avons des entreprises publiques qui sont gérées, qui sont notées depuis une dizaine d'années et qui sont gérées comme des entreprises privées et finalement empruntent sans la garantie de l'État, mais on réduit de façon significative leur taux d'emprunt. On a une entreprise en Côte d'Ivoire publique qui est passée d'un taux de 12% avec la garantie de l'État, 10 ans après, aujourd'hui, à 5% sans la garantie de l'État, donc qui est considérée comme une entreprise privée sur les marchés des obligations. La deuxième chose, c'est le rapport entre les entreprises publiques et les tutelles. Parce que je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que quand on parle de gouvernance, on parle aussi de la relation de ces sociétés qui appartiennent à l'État, sa relation avec l'État, donc à travers sa tutelle. On a poussé à travers la notation financière les entreprises publiques à avoir des conventions avec les tutelles, ce qui permet de réguler les relations et avoir des relations qui sont plutôt clean, on va dire, où les choses se font de façon orthodoxe et ça permet à ces entreprises justement d'être des entreprises qui sont bien gérées selon les règles de l'art. Donc pour moi, la notation financière a contribué de façon significative à modifier fondamentalement la gouvernance y compris la transparence des entreprises publiques et les emmener à des niveaux de compétitivité qui sont aujourd'hui extraordinaires dans les environnements où nous les avons notés. Pourtant, cette notation fait peur, M. Zézé. En fait, elle fait peur parce que nous sommes dans des environnements culturels où les gens n'aiment pas qu'on vienne regarder dans leurs affaires. Même quand ils n'ont rien à cacher, ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'on a toujours l'impression que si on découvre quelque chose qui ne fonctionne pas, ça deviendra un problème. Alors qu'en réalité, les faiblesses que nous découvrons sont finalement des opportunités de les rectifier et des opportunités d'investissement d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant d'avoir une entité extérieure qui établit justement ces faiblesses-là et vous permet de mettre en place un tableau de bord qui vous permet de mettre en place des politiques qui vont avec objectif de rectifier ces faiblesses-là. Donc, toutes ces entreprises qui ont eu peur de la notation financière, quand elles sont rentrées dans la notation financière, elles sont celles-là même qui sont devenues les plus grands adeptes de la notation financière. Je vous donne un exemple rapidement avant de vous passer le micro. Il y a une entreprise publique qu'on appelle l'ONEP en Côte d'Ivoire qui voulait rentrer dans le processus de notation financière, mais avait peur de la publication des résultats. Et ce que j'ai proposé au directeur général, et je lui ai dit, vous allez voir que quand vous faites la notation financière et vous la rendez publique, quelle que soit votre note, ce qui va en réalité interpeller les gens, c'est votre capacité à être transparent. Donc, la note ne va plus intéresser personne, mais vous serez félicité sur la capacité, sur votre volonté à être transparent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. La note n'était pas bonne du tout, mais ce que ça a permis de faire, ça a permis non seulement de mettre en relief des dysfonctionnements et des tares que le directeur général avait remontés à la tutelle qui n'était pas réglée, et aujourd'hui, comme c'est public, évidemment, qui ont été réglés. Et progressivement, cette note a été améliorée et continue à s'améliorer parce que ça fait 7 ans qu'on les note. D'accord, merci. Donc, selon vous, ce n'est pas tant la capacité, ce n'est pas tant que l'on se montre parce qu'il y a des difficultés, mais la volonté est un gage de confiance qui permet donc d'établir cette relation. Et je crois que la transparence, c'est vraiment le début de la prise de conscience de ses forces et ses faiblesses et de mettre en place un mécanisme qui permet de s'améliorer. On ne peut pas s'améliorer si on reste que dans l'obscurité. Il est extrêmement important d'adhérer à cette logique de transparence parce que c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des entreprises publiques performantes. L'idée de créer une entreprise par un État, c'est que cette entreprise, marchande surtout, soit profitable. Ce n'est pas de créer une entreprise qui est moribonde et qui doit être financée par celui qui l'a créée. Ça ne respecte pas les lois du marché, ça. Merci beaucoup, M. Zézé. Je vais revenir à vous, M. Otoli.
Vous avez pris part à la structuration de notre marché financier, puisque vous êtes aujourd'hui le dépositaire unique de notre marché financier. Donc pour la dynamisation, les chefs de l'État, les chefs d'État de notre sous-région ont pris une résolution, c'est celle d'emmener un certain nombre d'entreprises à la côte. Alors, quel est pour vous, selon vous, l'intérêt pour la CEMAC d'ouvrir le capital des entreprises publiques à la côte des marchés financiers et les gains en termes de gouvernance, en termes de performance, en termes de retombées économiques et financières pour l'État de cette action, de cette volonté des chefs d'État? Oui, merci de bien souligner. Effectivement, en 2018, donc les chefs d'État, dans le cadre de la dynamisation du système financier, ont pris la décision d'unifier les deux marchés financiers et donc ont confié la conduite de cette réforme énorme à la Banque centrale, au gouverneur de la Banque centrale, ce qui a abouti justement à l'unification des différentes entités du marché. Le régulateur, on avait deux, désormais on a un seul, la COSUMAV. On avait deux bourses, désormais on a une seule bourse, la BVMAC, nouvelle version on va dire. Et puis le dépositaire central, on en avait trois. Aujourd'hui on a un seul dépositaire qui, de manière transitoire, est assuré par la Banque centrale et dans la perspective de création du nouveau dépositaire très prochainement. Alors, dans l'optique de dynamiser, d'accompagner cette réforme, les États ont pris l'engagement de montrer l'exemple, en réalité, d'aller vers un système, donc on suscitait l'idée de reformer les entreprises publiques, parce qu'en prenant la décision d'emmener les entreprises publiques au marché, à travers la cession des parts, une partie des parts des États via le marché, on a pris la résolution de moderniser ces entreprises. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'aujourd'hui, le mécanisme de financement des entreprises repose sur quoi? Sur l'autofinancement, qui est très limité, et parfois pas du tout, sur le crédit bancaire, mais également sur les subventions que l'État accorde ou quelques partenaires. Et donc, ça ne donne pas de possibilités, sachant que c'est des structures qui interviennent dans des secteurs qui demandent beaucoup de capitaux, que ce soit le secteur des télécoms, le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie. En termes d'investissement, c'est des investissements massifs. Et donc, la solution, c'est par le marché. Comme on l'a dit, le marché permet d'ouvrir. Et donc, déjà, ça permettait à l'État d'emmener ces entreprises et donc leur donner la possibilité de se financer et ne plus de reposer sur l'État en termes de subventions. Deuxième, les mettre dans une situation de transparence, parce que qui dit marché dit transparence, il faut publier ses états financiers, il faut respecter un certain nombre de conditions pour accéder au marché, à la bourse. Derrière, c'est faire en sorte que ces entreprises deviennent plus performantes, donc plus rentables, capables de dégager des flux qui vont permettre de couvrir leurs charges, mais également d'honorer des engagements dans l'autre sens. L'État actionnaire stratégique, dans ce cas, devrait bénéficier plutôt des dividendes au lieu d'être en situation de subventionner, mais également ces entreprises étant rentables vont payer l'impôt et tout ce qui s'ensuit, et donc ça met l'État dans une meilleure position en termes de marge par rapport à la situation d'avant, mais également donner la possibilité à ces entreprises de se déployer, de croître. On a vu, hier on a évoqué le cas du Maroc avec le groupe OCP. Il y a eu à deux reprises, j'ai noté, on a posé la question sur le financement. Comment ils ont fait? Mais dans la réponse, ce qu'on note, c'est que ça paraissait évident que c'est par le marché. Donc, si vous voulez croître, vous voulez aller beaucoup plus loin, le financement bancaire, le financement, l'autofinancement, la subvention ne peut pas vous permettre d'aller plus loin. Alors, ces entreprises aujourd'hui ont des contraintes fortes en termes d'investissement massif, de modernisation. La solution, c'est le marché, la solution, c'est la bourse. La bourse sur deux aspects. L'aspect lever des fonds en termes d'emprunt obligataire sur des maturités encore beaucoup plus longues, parce que vous avez la possibilité pour de tels investissements, ça demande des ressources beaucoup plus stables, sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Mais également l'ouverture du capital, donner la possibilité ici, parce que là, il faut voir, au-delà de l'aspect financement, il y a une dimension de politique publique pour l'État. Qu'est-ce qui se passe? Une entreprise qui va sur le marché, non seulement elle va trouver la ressource donc pour améliorer l'offre sur le marché,
mais également, elle donne la possibilité aux citoyens, aux acteurs locaux de participer à la répartition de la richesse qui sera créée par le fait d'être actionnaire de ces entreprises, de bénéficier des dividendes en plus de leurs revenus. Et donc, on est en train de renforcer la demande intérieure par ce cycle vertueux de revenus qui se distribuent. Donc, à la fois, on agit sur l'offre d'un côté, sur la demande de l'autre, on améliore les conditions de fonctionnement de ces entreprises, on les rend plus rentables, ça permet de créer de la richesse, de créer de l'emploi, en fait, de rentrer dans une dynamique vertueuse. Donc, les chefs d'État, en prenant cette mesure, non seulement ils vont voulu donner l'élan, dynamiser le marché, mais également intégrer cette politique publique d'aller vers une diversification des économies, d'aller vers des entreprises plus dynamiques qui apportent de la croissance. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'en matière de croissance ou en matière de développement, l'État n'est pas le seul. L'État crée les conditions, mais ce sont les entreprises qui font la croissance. Et on ne peut faire la croissance avec des modes de financement classiques. Donc, c'est en cela qu'on peut noter cette vision des chefs d'État en dynamisant, mais en montrant l'exemple avec les entreprises. Aujourd'hui, pour le cas du Congo, il y a 4 entreprises qui ont été désignées par l'État du Congo pour aller en bourse. Malheureusement, jusque-là, ce n'est pas fait, mais dans la réalité, pour l'ensemble des États, on a 17 entreprises qui ont été désignées par les États. Aujourd'hui, on a 2 entreprises qui sont déjà sur le marché, pour lesquelles on voit les résultats. Il y a Banré, la banque de la Guinée équatoriale, mais également la SCGRE, une société de réassurance, qui allait sur le marché aussi parce qu'elle avait l'ambition de croissance, de s'ouvrir sur d'autres places au-delà du Gabon, y compris au Rwanda, un peu partout. Et donc, le marché leur a donné la possibilité d'accroître leur capacité de se déployer. Donc voilà ce qu'on peut noter en termes de vision des chefs d'État, en termes de volonté d'ouvrir ces entreprises au marché. D'accord. Merci, M. Otoli. Hier, à votre place, le directeur général de Congo Télécom a clamé ici que moi, j'ai besoin de financement, je veux venir. C'est une entreprise publique. Que pouvez-vous lui dire aujourd'hui? Voilà. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin dans la salle. C'était intéressant qu'il soit là pour dire en réalité, en suivant l'intervention de Congo Télécom, du DG, on comprend, et c'est ce que j'ai dit en amont, l'aspect gouvernance, l'aspect stratégique qui se déploie à travers un plan stratégique. Une fois qu'on a un plan stratégique, il faut le financer. Mais on le finance comment? On ne le finance pas par une levée de fonds 15 milliards sur 2 ans qu'il faut rembourser. Il faut couvrir tout à travers des solutions en phase avec ce plan qui est sur le long terme. Et il n'y a pas de solution que par le marché, parce que c'est le marché qui vous ouvre cette possibilité. Donc nous avons eu l'occasion, dans le cadre de la campagne de sensibilisation des entreprises désignées par les États, nous avons eu à rencontrer il y a plus d'une année déjà Congo Télécom. Donc parmi les éléments que nous avions évoqués, c'était de dire, quand vous êtes dans une telle dynamique, premier élément, c'est votre direction financière qui doit être en phase d'identifier des solutions de marché pour apporter les réponses. Mais tout de suite, il faut être accompagné par des spécialistes du marché qui savent faire ce métier pour vous donner de la visibilité. Que ce soit sur le marché des titres de créances négociables où les banques sont censées être des intermédiaires pour jouer le rôle d'agent domiciliataire et autres, mais sur la bourse, vous avez des sociétés de bourse qui, donc le rôle est de vous accompagner à structurer votre besoin, à solliciter le marché, à préparer un certain nombre d'éléments. Donc nous pensons, pour une entreprise comme Congo Télécom, qui est déjà sur la liste proposée par l'État congolais, l'idée ici, c'est de s'entourer des experts en matière de financement par le marché et de préparer le chemin pour y aller. Mais derrière, il y a la dimension transparence financière qu'il faudrait compléter, en plus de ce qui est fait en termes de mise à niveau ou de mise à jour des états financiers certifiés à publier. Mais la notation financière aussi va être un élément amplificateur pour lui permettre de lever, donc d'accomplir tout ce qu'il nous a annoncé de très merveilleux hier. Et donc, d'accord. En 1 minute, M. Otoli, une petite question. Donc ça veut donc dire que c'est un nouveau paradigme. Aujourd'hui, notamment sur le marché des TCN, ce ne sont plus les banques qui vont porter le risque, mais ce sont maintenant les entreprises qui vont aller devant le marché, porter leurs propres risques et donc s'assumer au final.
C'est cela le nouveau paradigme, justement. Le banquier ou l'intermédiaire va vous apprendre à apporter la solution en termes de structuration, donc les services financiers. Mais en face, vous avez les investisseurs qui sont plus exigeants, pour lesquels vous devriez avoir une très bonne communication, vous devez être transparent et donc vous devez rassurer. Et donc dans ce cas, quand vous rassurez, et quand on dit investisseurs, et justement c'est ça qui ouvre l'horizon. Vous n'avez plus que les investisseurs au Congo, vous n'avez pas que les investisseurs dans la CEMAC, vous avez les investisseurs à travers le monde qui peuvent vous apporter, acheter votre papier parce que le papier circule, il est de bonne qualité. Donc c'est cela la dimension qu'il faudrait intégrer. Merci beaucoup, M. Otoli. M. Zézé, je vais revenir à vous. Vous êtes donc sur le marché de l'UMOA qui s'approfondit énormément en ce moment avec de nouveaux investisseurs, de nouveaux instruments pour le financement des entreprises, publiques comme privées. Alors, pensez-vous que les nouveaux instruments de type Sukuk d'entreprise émis sur le marché financier de l'UMOA peuvent être une opportunité d'amélioration de la gouvernance de ces entreprises et donc de financement efficace du développement? C'est la première question. Et quel rôle peut jouer votre structure dans la promotion de ces instruments qui nécessitent un niveau de transparence relativement élevé? Merci. Alors, je pense que dans beaucoup de cas, je me rappelle quand on suggère aux pays africains de chercher plutôt à se financer sur leurs marchés locaux afin d'éviter l'exposition à la devise étrangère, donc d'éviter les eurobonds et de les utiliser le minimum possible et quand c'est absolument nécessaire, sinon de se financer dans leur propre monnaie. Ils nous répondent que les marchés ne sont pas profonds. Alors, la profondeur d'un marché ne se décrète pas. La profondeur d'un marché ne tombe pas du ciel. La profondeur d'un marché se construit. Et se construit premièrement par la diversification des produits financiers que vous proposez. Et nous avons constaté dans l'UEMOA que chaque fois qu'un nouveau produit financier a été introduit sur le marché des capitaux s'est approfondi. Ce que ça veut dire, vous avez une diversité d'investisseurs qui sont regroupés dans un marché. Et les investisseurs n'investissent que dans des produits dans lesquels ils se reconnaissent. Donc, au début, nous avions des émissions d'obligations ordinaires, dont les obligations d'État, des obligations corporate et des papiers à court terme de l'État. Et quand on a introduit le Sukuk, on a vu que le marché s'est un peu plus approfondi parce que les investisseurs de Sukuk sont ceux-là qui n'investissent pas dans les obligations ordinaires. Donc ils étaient là, c'était des investisseurs dormants. Ensuite, il y a eu l'introduction de l'obligation verte. Donc les investisseurs, justement, plutôt dans une logique d'investir dans du papier propre, se sont révélés des investisseurs dormants aussi. Ensuite, on a introduit la Diaspora Bond. Donc tous les Africains de la diaspora se sentaient concernés désormais par ces investissements. Donc chaque fois que vous allez introduire un nouveau instrument financier, évidemment, vous allez élargir votre base d'investisseurs. Donc la profondeur du marché peut se construire dans cette logique-là. Et c'est comme ça que ça se passe sur tous les marchés. Et donc il n'y a pas de raison qu'on attende que magiquement nos marchés s'approfondissent. Non, il faut construire cette profondeur-là. Et évidemment, le rôle de la notation financière est fondamental parce que nous sommes à l'amont, justement, parce que tous ces instruments financiers doivent être crédibles. Et l'investisseur qui se reconnaît dans un type d'instrument veut se rassurer exactement que son investissement est sécurisé. Donc la notation financière vient être cet outil-là qui va rassurer l'investisseur et qui va faire la promotion des marchés. Et sur la même veine, je crois que ce que Christian disait tout à l'heure est un élément tellement important que je voulais insister là-dessus. La logique de se financer par le marché dans le cadre de développement d'une entreprise est extrêmement important. Il n'y a pas de limitation de maturité sur les marchés des obligations. Tant qu'on vous fait confiance, on vous prêtera à autant d'années que vous demandez. Et c'est en ça que la crédibilité
et la transparence sont extrêmement importantes et essentielles sur le marché des capitaux. Donc, pour des ressources à long terme, il faut aller sur le marché boursier et la maturité va dépendre de votre crédibilité. C'est en ça que avoir la notation financière sur ce marché de la CEMAC est une condition sine qua non pour la réussite du développement du marché financier. Merci, M. Zézé. Vous avez évoqué le cas des obligations vertes et des diaspora bonds. Est-ce que des entreprises publiques de l'UEMOA ont émis des obligations vertes ou même des diaspora bonds? Est-ce que ces entreprises peuvent les émettre? Est-ce qu'il faut une infrastructure particulière et des conditions particulières pour accompagner ces entreprises dans cette émission? Non, pas du tout. Elles n'ont pas encore. Elles sont éligibles, ceci dit. Elles n'ont pas encore fait le pas des missions obligataires, des missions obligataires vers ou diaspora, mais elles sont éligibles. Donc il n'y a pas de conditions en particulier. Les conditions sont les conditions du marché. Donc il y a un mécanisme qui a été mis en place pour accompagner les émetteurs d'obligations, donc à travers les intermédiaires, le régulateur qui va évidemment donner le quitus pour la levée de fonds. Ce sont des décisions à prendre, ce sont des initiatives à prendre, mais les investisseurs sont demandeurs. Les investisseurs de la diaspora sont demandeurs d'émissions de diaspora bonds et les investisseurs de green bonds sont aussi demandeurs. Maintenant, après, c'est aux entreprises publiques de prendre l'initiative de le faire. Ok. Merci, M. Zézé. Dernière question peut-être pour M. Nguema, avant que nous n'arrêtions. Alors, M. Nguema, vous êtes à la B2AC, vous gérez le Fonds bleu. Nous sommes ici, au cœur du bassin du Congo. Est-ce que la B2AC, par exemple, notamment pour des projets avec des entreprises publiques dans le cadre des PPP, comment vous accompagnez des entreprises dans le cadre des PPP et particulièrement dans ce type de financement vert dont vient de parler M. Zézé? Ok. Il est important pour moi de présenter plus ou moins les formes d'intervention de la banque. La B2AC, dans son fonctionnement, met en place certaines formes qui se manifestent comme des instruments de financement. Nous intervenons auprès des entreprises publiques, para-étatiques, sous la forme de prêts directs, à court et moyen terme. Nous intervenons aussi sous la forme de la prise de participation. Et aujourd'hui, au niveau du Congo, je crois que nous avons une opération avec BCH. Nous intervenons aussi dans la phase de l'aval et des garanties. Nous intervenons aussi sur la phase de mettre des outils pour le financement du commerce et du négoce. Pour ce qui est du PPP, pour la banque, le PPP est un mécanisme qui donne la capacité de mobiliser les financements et l'expertise du secteur privé pour couvrir un besoin du secteur public. Et par expérience, au niveau du Congo, nous avons une opération de PPP avec la Société des aéroports de la République du Congo, notamment qui couvre l'aéroport de Brazzaville, je crois Pointe-Noire et d'Issoundi, le nom m'échappe. Au regard de cette forme d'intervention, le PPP pour nous, le PPP rentre dans un outil qui apporte des opportunités pour l'État ou des structures à pouvoir développer des structures et des infrastructures qui s'apparentent assez coûteuses. J'essaie de voir aujourd'hui, quand on regarde le marché, parce que la crédibilité dans la mise en œuvre des opérations d'une entité financière est endossée à la valeur de la ressource mobilisée pour pouvoir l'accompagner. Et donc, je remercie M. Zé sur la phase relative à la notation, qui donnera la capacité à certaines structures ou à la mise en œuvre de certaines opérations d'avoir des éléments de bouclage assez rassurants. Merci beaucoup, M. Nguema. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce panel.
Donc je vais redonner la parole à la modératrice pour voir s'il y a d'éventuelles questions de la part du public. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci aux panélistes. Alors, on ne peut pas en tout cas passer pieds joints. Je sais que le modérateur a posé de très belles questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent poser les questions? On va en prendre deux. Comment? Oui, le micro est pardon. Les auteurs sont le micro. Le micro, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez-y, monsieur. Je me présente, je suis Latif Zordoun, directeur général de l'Agence de gestion des participations de l'État du Royaume du Maroc. Je voudrais d'abord remercier et féliciter les intervenants sur la qualité de leur présentation, la richesse de leur exposé et tous les éléments et les informations qu'ils nous ont pu communiquer. Moi, je voudrais, mon intervention, d'abord réagir par rapport à la question de financement du groupe OCP, comme ça a été évoqué par un des panélistes. Je tiens tout simplement à préciser les choses suivantes. Que le groupe OCP est une entreprise de l'État qui est le premier exportateur du phosphate et des engrais à l'échelle mondiale et que ce groupe fait face à une concurrence acharnée à l'échelle internationale dans différentes régions du globe. Et donc, pour pouvoir renforcer son positionnement, il n'a pas le choix que d'être compétitif et de réduire des coûts, notamment les coûts de production, les coûts de gestion. Et c'est dans ce cadre que le groupe OCP, depuis plusieurs années, a mis en place une série de mesures. D'abord, il a opéré une restructuration financière et opérationnelle profonde, ce qui lui a permis d'assainir son bilan et de bénéficier, enfin de consolider ses comptes sur la base des normes IFRS, ce qui permet donc d'afficher un bilan transparent et également d'afficher des informations financières fiables et pertinentes. Et ceci est très important parce que ça donne plus de visibilité, plus d'assurance aux bailleurs de fonds, aux investisseurs et aux partenaires, différents partenaires. Le groupe OCP également bénéficie d'un rating BB- Fitch. Et donc ça, en plus, le groupe OCP, quand elle présente un projet pour financement, elle fait en sorte que le projet présenté soit un projet de qualité, qui offre la transparence, la garantie qu'il faut en matière de gouvernance, en matière de gestion, et ce qui permet de rassurer encore davantage les bailleurs de fonds et les investisseurs. Donc c'est un peu l'ensemble de ces éléments qui font que le groupe OCP, quand il sort sur le marché, il arrive à lever sans difficulté tous les montants qu'il souhaite. Ça, c'est juste pour apporter un complément d'information par rapport à ce qui a été communiqué hier par mon ami Si Jamali, qui est le directeur général de la filiale OCP Afrique. Ma question adressée aux panélistes, c'est sur les instruments de financement, et notamment les instruments de financement innovants. Je vois qu'il y a d'autres instruments que les panélistes n'ont pas abordés, tels que le financement par les OPCI, c'est-à-dire les organismes de placement collectif de placement en immobilier. C'est des vecteurs, c'est des véhicules d'investissement en immobilier et sont agréés par la loi et également par les autorités du marché financier. L'entreprise publique peut apporter ses actifs immobiliers à cette OPCI. Bien sûr, il y a des prérequis à cela,
D'abord, il faut assainir la situation juridique du foncier ou de l'actif, et puis il faut procéder à une valorisation de cet actif par des organismes agréés, indépendants. L'actif ou les actifs sont apportés en nature à l'OPCI qui le remet en location à l'entreprise, et au passage, l'entreprise peut donc récupérer le cash qu'il peut réinvestir dans d'autres projets. Ça, c'est un instrument qui est utilisé au Maroc depuis plusieurs années et qui a permis vraiment aux entreprises publiques et même à l'État de mobiliser pas mal d'argent pour financer leur développement. Il y a également un autre instrument, c'est la titrisation des dividendes ou des recettes, des cash flows, sur une durée déterminée, sur la base d'un taux, notamment basé sur le taux des bons trésors sur 15 ans, 20 ans, et bien sûr, cette titrisation est faite auprès d'un fonds de titrisation dans lequel investissent d'autres investisseurs, et bien sûr, le cash peut être récupéré par l'entreprise publique ou par l'État pour pouvoir investir dans des projets de développement. C'est juste pour voir est-ce que les intervenants ont des expériences dans ce domaine ou non. Merci. La deuxième question. Merci beaucoup, Monsieur Ondel, Marcel. J'aimerais féliciter les panélistes sur la clarté de leurs propos par rapport à cette thématique qui est une thématique importante. Je pense que hier, la question du directeur général de Congo Télécom, c'était de savoir, il a besoin de l'argent, où est-ce qu'il peut en trouver. Et là, vous venez d'esquisser quelques pistes qui sont des pistes par le marché que je partage aisément. Et dans vos propos, crédibilité et transparence sont les maîtres mots qui permettent à des entreprises publiques demain de venir sur le marché si cela est respecté. Et dans le rouage, bien entendu, parmi les acteurs qui ont été mentionnés, il y a la notation financière, dans les agences de notation. Alors, j'ai deux questions sur cet aspect. La première question, c'est de savoir que nous sommes dans un marché réglementé, parce qu'on évoque les marchés financiers. Et la notation doit être aussi un processus qui est transparent. Quel est dans ce processus, notamment par rapport au marché financier de l'Afrique centrale, les démarches des agences de notation pour avoir un agrément de l'autorité de régulation? Parce que nous sommes dans un marché assez réglementé et tous les acteurs qui y participent doivent, par rapport à la réglementation du marché, avoir un agrément de l'autorité de régulation du marché. Quelles sont les démarches qui sont faites? La deuxième question, toujours sur la notation, c'est de savoir, je suis une entreprise publique qui a une réputation, je recours au marché financier pour pouvoir capter les fonds au niveau local, en monnaie locale. Qu'en est-il de ma capacité de pouvoir recourir au marché international pour pouvoir lever les fonds au niveau du marché international? Est-ce que la notation au niveau local me suffirait pour me permettre d'aller sur les marchés internationaux pour pouvoir capter certains capitaux au niveau du marché international? Parce que je peux comprendre aussi que nous sommes un marché qui est petit et qu'on n'a pas, à mon sens, aujourd'hui la capacité nécessaire pour pouvoir assouvir tout le besoin des acteurs économiques. Est-ce qu'il faudra que pour une entreprise comme ça, il lui faut avoir une double notation, une notation en monnaie locale et une notation au niveau international? Merci beaucoup. On va prendre la troisième et dernière question. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le panel pour la qualité de l'exposé et surtout le côté très pédagogique d'emmener en fait les gens à comprendre ces questions difficiles liées au financement et surtout au financement innovant de marché qui sont pour nous un début d'une autre aventure puisque nos entreprises ont toujours été financées par les moyens traditionnels bancaires, mais comme vous le savez, ces moyens sont très limités et donc
il faut s'ouvrir à des perspectives plus grandes qui nous emmèneront vers des vrais développements. J'aimerais aussi remercier le groupe OCP qui a montré l'exemple sur ce que peut devenir en fait une société d'État passant d'une structure traditionnelle à un groupe mondial avec une stratégie qui est claire. Et l'Agence des participations du Maroc vient de le montrer. C'est vraiment tout un écosystème qu'il faut créer autour de la gestion du secteur public qui peut nous emmener à ces résultats. J'aimerais poser des questions, enfin une question principalement au groupe. Mais avant d'y arriver, je veux juste dire que dans notre environnement congolais, en réalité, c'est plus le côté homme de forêt qui se cache toujours, qui nous brise. Parce que de ce qu'on dit là, beaucoup de choses sont faites. Je prends l'exemple du port autonome qui publie des comptes en IFRS depuis 5 ans environ, qui est audité par des grandes boîtes internationales depuis 15 ans, qui lève des financements, mais via des bailleurs de fonds qui font que la transparence existe aujourd'hui. Vous avez aussi la SNPC qui est audité par de grandes boîtes internationales depuis une vingtaine d'années, qui publie ses comptes, mais tout ça n'est pas connu. Et quand vous voyez les classements, par exemple, des entreprises, des plus grandes entreprises au niveau africain, la SNPC apparaît nulle part, alors que quand je lis le total bilan de la SNPC, c'est plus de 3 milliards de dollars. Voyez. Mais quand vous lisez la liste des 40e, 50e, on est en dessous de ce que la SNPC fait. Donc voilà, notre problème en fait au Congo aussi, c'est se montrer, c'est d'aller de l'avant, c'est de croire en nous. Et ce que nous voulons créer à travers ces initiatives, c'est de permettre à chacun de voir ce qui peut être encore fait pour améliorer cet état de choses. La question que je posais, c'était la suivante. Nos chefs d'État ont pris l'engagement d'emmener le secteur public vers plus de transparence, une meilleure gouvernance, afin de le sortir du cercle vicieux de la sous-capitalisation et donc du sous-financement. Là, nous avons en face de nous donc les opérateurs, notamment la COBAC, la Banque centrale, mais aussi M. Zézé qui intervient un peu partout. Quelle chance vous pensez donner à nos structures, à nous Congolaises, telles que vous les voyez aujourd'hui, et compte tenu de l'environnement tel qu'il se dessine, d'aller vers ce mouvement le plus rapidement possible? Quel peut être le conseil de base que vous prodiguerez, puisque là on a l'essentiel de nos grandes entreprises, pour qu'elles fassent le pas? Parce qu'en réalité, le bilan, il existe. Peut-être qu'il faut plus de clarté, plus de transparence, mais c'est surtout la volonté d'aller rapidement vers ce marché, vers ces financements innovants qui existent. Voilà la question que je voulais vous poser. Merci. Une main en souffrance. On prend celle-là et on va répondre à toutes les quatre pour clôturer la session. Merci. Bonjour, je me présente Yannick Méfan, directeur général de Premium Capital Security, société de bourse. Alors, moi, je suis un adepte du financement par le marché. Mon interrogation ici, un peu, c'est le financement par le marché va entraîner l'arrivée des capitaux hors zone étrangère. Alors, pour le financement des entreprises publiques, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a quand même des entreprises régaliennes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de souveraineté qui peut être entaché à ce niveau? Donc, c'est un peu mon inquiétude. Et j'aimerais partager, avoir un peu votre avis là-dessus. Aussi, j'aimerais poser une question concernant la notation. Aujourd'hui, on parle en Afrique de notation et on voit apparaître un certain nombre d'agences de notation. Et Bloomfield, qui est vraiment, j'ai envie de dire, le pionnier en la matière, j'ai envie de poser la question de savoir aujourd'hui quel est le poids de la notation d'une agence africaine. Quel est son poids réellement? Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Les panélistes vont répondre. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, je pense qu'on a 4 questions. Un commentaire de l'agence OCP qui pose 2 questions, donc 2 modes de financement proposés. Un mode de financement donc par une sorte d'apport des actifs immobiliers, une sorte de PCI, une sorte de fonds commun de titrisation immobilière,
et vous proposez également une sorte de titrisation des dividendes à travers également un fonds de titrisation de dividendes. Donc il y a cette question, il y a, je ne sais pas qui voudrait la prendre, peut-être, voilà, il y a deux intervenants, il y a l'agence de notation et puis la BEDAC, bon peut-être monsieur Autour, tous ils veulent répondre. Je commence par vous, monsieur Zézé. Alors, merci infiniment pour toutes ces questions. Elles sont très pertinentes, ça me permet de clarifier un certain nombre de choses, donc je trouve que c'est une excellente opportunité. Pour commencer par les instruments innovants, oui, nous avons l'expérience du Fonds commun de titrisation des créances. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'UEMOA, le Fonds commun de titrisation des créances, qui est un mécanisme de levée de fonds. On crée un véhicule ad hoc, donc qui est créé pour l'objectif de lever des fonds et dans lequel une entreprise quelconque va transférer ses actifs et une société de gestion va gérer ces actifs-là pour lever les fonds et rembourser ces fonds-là avec justement le recouvrement qui sera fait sur ces actifs-là. Le processus de notation est différent dans le cas de la titrisation. Là, tout à l'heure, je vous parlais de processus de notation classique où nous commençons un processus d'évaluation et à la fin, nous donnons une note. Dans le cas de la titrisation ou dans le cas de la notation titrisation, la note est choisie en réalité au départ avec l'arrangeur qui dit à quel niveau de crédibilité il voudrait que le fonds commun de titrisation soit. Donc nous faisons des analyses et nous sortons la note intrinsèque qui correspond à la qualité de crédit du fonds commun de titrisation. Et ensuite, nous allons dire à l'arrangeur ce qu'il faudra mettre en place pour atteindre le niveau de note qu'il souhaiterait avoir. Si nous notons que nous avons la note A-, par exemple, et que l'arrangeur voudrait avoir 3A, nous dirons à l'arrangeur, voilà les mécanismes de sûreté que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre la note 3A. Et donc, c'est un processus inversé de notation financière, mais oui, nous l'avons déjà fait pour plusieurs, surtout dans le secteur de l'énergie, en Côte d'Ivoire, avec Côte d'Ivoire Énergie, avec la CIE, nous avons fait ces notations-là. Voilà. Alors, je vais répondre à toutes les questions comme ça après. Pour venir sur la... Merci Marcel pour tes deux questions, parce que je pense qu'elles sont extrêmement pertinentes. Je commence par la deuxième question. La deuxième question, c'était de savoir si les entités qui empruntent sur les marchés internationaux devraient se contenter de notation en monnaie locale ou avoir une double notation. Vous pouvez avoir une double notation en sachant que nos notes sont reconnues sur les marchés internationaux dans la mesure où deux sociétés déjà en Côte d'Ivoire, CIMAT et Petro-Ivoire, ont emprunté sur Euronext avec la notation de Bloomfield. Donc ces notations sont reconnues, même s'ils ne sont pas agréés par l'AMF en France, mais nos notations sont reconnues pour des levées de fonds par des sociétés qui ne sont pas forcément basées en Europe, qui sont basées ici et qui lèvent là. Donc ça, c'est un point extrêmement important à souligner. Ceci dit, oui, la majorité des pays en général ont une double notation, des entreprises également. Je crois que le directeur général du portefeuille public marocain a dit que OCP était noté par Fitch 2B-. Donc, ils ont la possibilité aussi de se faire noter en monnaie locale pour aller sur des marchés locaux. Donc ça, c'est possible. Quid de l'agrément en zone CIMAT pour exercer? Non, mais c'est de ça que je parlais maintenant. Voilà, donc ouais. Alors, maintenant, parlons de l'agrément. Oui, les agents de notation financière sont agréés sur la majorité des marchés et sont reconnus sur d'autres marchés. Nous sommes agréés sur le marché de l'UEMOA, nous sommes agréés sur le marché du Rwanda, nous sommes reconnus sur plusieurs marchés. Mais comprenez déjà pour la première chose, je crois que c'est extrêmement important de comprendre, les agents de notation financière sont des sociétés commerciales. Non, noter, on n'a pas besoin d'agrément pour noter, mais on a besoin d'agrément pour que les notes soient reconnues sur le marché, sur le marché boursier. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il faut
il faut un agrément pour noter. Non, nous sommes une société commerciale, donc on note. Et d'ailleurs, c'est la loi du marché qui prévaut. Parce que sur tous les marchés, pour être agréé, il faut que vous ayez déjà noté. Ce que ça veut dire qu'il faut déjà que le marché vous reconnaisse comme agent de notation financière avant que les autorités de régulation vous reconnaissent comme agent de notation financière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous n'êtes pas reconnu par le marché, ce serait difficile pour que le régulateur vous reconnaisse. Parlons du marché de la CEMAC. Le marché de la CEMAC s'est inspiré, je me rappelle, il y a 10 ans, les juristes et une équipe de la COSUMAF sont venus nous voir pour discuter de la réglementation qu'ils voulaient mettre en place ici. Et dans ces discussions, ce que nous avons dit, nous avons parlé de l'exemple de l'UEMOA où, au départ, le régulateur avait exigé que les agents de notation financière soient domiciliés dans l'UEMOA pour pouvoir exercer, pour pouvoir être agréés. Ceci dit, ils ont mis une logique de période transitoire de 5 ans. Mais au-delà de ça, ils ont rendu la notation obligatoire parce qu'en réalité, il faut une contrepartie. Quand vous exigez la présence d'un agent de notation financière sur votre territoire, il faut créer un marché. Si vous n'avez pas de marché, ce n'est pas cohérent. Si vous exigez que l'agent soit là et vous n'avez pas de marché, les agents ne viendront pas. Donc, cette obligation, après 5 ans, ils se sont rendus compte qu'elle ne fonctionne pas. Les agents de notation internationale ne se sont jamais installés en Afrique de l'Ouest, mais continuent à opérer sur des sociétés et des pays qui vont sur le marché des obligations. Ici, la réglementation est sortie, la présidente de la COSUMAF est là, je crois qu'on a une discussion là-dessus, on n'a pas la même opinion, ce que je peux comprendre, mais ce que nous disons, c'est que si la notation, l'agrément, pour avoir l'agrément dans la CEMAC, il faut être basé ici obligatoirement, ça a un coût. Le coût d'établissement, il est très élevé. Pour l'instant, sur votre marché, vous avez 6 sociétés cotées. Dans l'UEMOA, où il y a 50 sociétés cotées, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de résidence. Donc, quand vous avez 6 sociétés cotées et que ce n'est pas obligatoire de se faire noter, votre marché ne devient pas attractif. Donc, ça veut dire que la probabilité qu'une agence vienne prendre résidence ici avant d'être agréée, la probabilité, elle est très mince. Donc, c'est extrêmement important de regarder les lois du marché. Et si on considère que la notation financière aujourd'hui est, si vous voulez, l'élément fondamental et principal dans l'établissement de la transparence et de la bonne gouvernance pour pouvoir accéder au marché, il faut faciliter l'installation des agents de notation financière. Si ça devient une obligation, on comprend, nous ne sommes pas en train de remettre en cause la réglementation ni de la contester, non. Sauf que nous disons que malheureusement, ce serait difficile d'avoir des agences qui viennent s'installer ici, sauf si des agences se créent localement, et nous savons combien de temps ça prend pour mettre en place une agence de notation financière qui atteint un niveau de crédibilité. Donc c'est une vraie problématique qu'il faudrait peut-être adresser. Nous avons nous avons déjà téléchargé toute la documentation, nous avons commencé à travailler là-dessus, mais ce point est un point bloquant naturellement. Donc évidemment, on pense qu'il y aura certainement des discussions qui vont être entamées, mais il serait bien que le régulateur regarde ce qui a été, enfin, si vous voulez, les précédents, surtout dans l'UEMOA, puisque c'est à peu près le même marché, de comprendre qu'aucune de ces agences internationales, en réalité, et même régionales, ne viendra prendre résidence dans un environnement où le marché n'existait pas. Il faut favoriser le marché d'abord, en réalité. Merci, Monsieur Zézé. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous pourrez poursuivre cette discussion après. Il y avait peut-être des interventions rapides sur ce qui avait été demandé par OCP, par la B2AC et la CRCT, avant de répondre à la question du ministre. Alors déjà, très rapidement, déjà partagé ce qui a été rappelé par le groupe OCP. L'idée, c'était vraiment cela, de montrer que
Si on veut se déployer, se développer, le marché devient incontournable. Mais pour cela, il faut se préparer à y aller et toutes les conditions que vous avez évoquées, que je partage. Alors, sur les autres instruments, c'est vrai qu'on a voulu se focaliser sur les instruments basiques, classiques, parce que déjà, il faut se les approprier avant d'aller sur des instruments un peu plus complexes. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que dans le dispositif réglementaire de la CEMAC, le nouveau règlement CEMAC sur l'organisation et le fonctionnement du marché financier, ces instruments sont prévus, notamment les fonds d'investissement alternatifs, donc à la fois sur la titrisation, sur tout ce qui est immobilier et capital investissement. Tout cela, c'est prévu dans la réglementation. Il y a des structures, notamment les sociétés de gestion de portefeuille, qui se spécialisent dans ces différents produits. Donc tout cela est prévu, mais le texte est relativement récent, donc tout ça se met en place de manière progressive. Et donc, les entreprises concernées en se déployant sur le marché vont être accompagnées par les différents acteurs et donc bénéficier de ces produits. Et ça me permet d'arriver au point évoqué par Monsieur le ministre. Oui, justement sur ce point, nous, Banque centrale, ayant piloté la phase de fusion avec les différents acteurs, notamment la COSUMAF, ce que nous notons comme évolution, conseil au point d'attention, c'est à deux niveaux, au niveau de l'État et au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'État, aujourd'hui, on a deux exemples. On a le cas du Cameroun, mais également le cas du Congo, ce que nous venons de voir hier, ce que le ministre a présenté. En réalité, il faudrait que l'État puisse intégrer cela dans la stratégie globale pour booster ce secteur. Et donc, avoir un cadre juridique qui permet à ces structures de se muter sur le plan de la gouvernance, c'est déjà très intéressant. Mais l'autre dimension, c'est organiser ce processus. C'est-à-dire que ces entreprises ont été désignées, mais il faudrait qu'elles soient accompagnées parce que c'est un nouveau paradigme, c'est un environnement qu'elles ne connaissent pas. Il faut qu'elles soient accompagnées par la structure publique, ce que nous donnons comme conseil, la structure publique à travers une équipe, une organisation, soit au niveau directement ministériel ou au Congo, il y a une direction générale du portefeuille avec ce que vous avez évoqué comme évolution. Ça permet d'accompagner, de suivre ces entreprises parce que derrière, c'est d'identifier quelle est la situation de chaque entreprise par rapport aux conditions pour accéder au marché. Et ce qu'on a noté, parce que nous avions eu l'occasion de rencontrer ces différentes entreprises, certaines sont plus ou moins prêtes en termes de situation financière relativement intéressante. D'autres ont des problèmes structurels très sérieux pour lesquels il faut travailler sur la restructuration. D'autres ont besoin de plus de sensibilisation, d'accompagnement du point de vue de l'appropriation de ces solutions pour y aller. Mais pour cela, il faut un acteur qui assure la coordination, qui accompagne et qui sera en relation avec et la Banque centrale et la COSUMA pour pouvoir accompagner. Mais du côté des entreprises ayant été dans cet environnement, il faudrait savoir à quel niveau on se trouve par rapport à ce qui est exigé. Certainement, le panel suivant va évoquer, mais surtout d'intégrer le fait que c'est un nouveau parti. Donc, il faut se faire accompagner par des acteurs concernés, notamment les sociétés de bourse. Il y en a déjà peut-être 2 ou 3 sur la place de Brazzaville. Il y en a encore au niveau de la CEMAC, on en a une vingtaine. Donc, se faire accompagner pour pouvoir identifier ce besoin. Hier, on a vu, il y a tout un plan de restructuration. Mais derrière, quels sont les types de besoins? Et sur quel horizon? Et comment trouver des solutions? Comment déterminer le besoin effectif et aller sur le marché? Et donc ça, se faire accompagner. Donc recruter tout de suite une société de bourse, c'est ce que nous recommandons à ces entreprises pour y aller. Au niveau du Cameroun, il y a un comité qui a été mis en place qui travaille avec les 3 sociétés qui avaient été désignées par les 4 qui avaient été désignées par l'État. Et ils sont dans ce processus. Il y a d'ailleurs une de ces entreprises qui est rentrée dans le processus de notation financière, le port autonome de Douala. Donc, nous pensons que l'accompagnement par des intermédiaires est fondamental pour bien se projeter. Mais il faut démarrer, il faut qu'elle démarre. Tant qu'elle ne démarre pas, ça va toujours être repoussé. Merci M. Otoli. Peut-être dernière intervention de la B2AC sur la question de la titrisation, du fonds de titrisation de créances. Et puis nous allons arrêter. Merci. En ce qui concerne
les instruments de financement, il est important pour nous, au niveau de la BDAC, nous appliquons des instruments de financement qui sont adaptés au marché. Effectivement, il y a des leviers qui touchent le cadre immobilier. Mais nous faisons plutôt, notre approche va plutôt sur le besoin réel sur le terrain. Pourquoi j'insiste le besoin réel sur le terrain? Nous avons une structure étatique qui veut se développer à Brazzaville. Aujourd'hui, la question relative aux garanties pose parfois problème. Et l'idée est de sortir du cadre des garanties physiques, notamment le cadre immobilier. Donc, pour vous rassurer, effectivement, les questions relatives au fonds immobilier et tout le reste qui donneront la capacité à une entité publique de jouir par les actifs qu'il a pour pouvoir mobiliser les ressources sont prises en compte. Je ne veux pas répondre sur la question de la notation. Je pense que M. Zézé a été plus ou moins dessus. Pour la question de son Excellence, qui est plus ou moins de donner certaines recommandations aux entités étatiques, pour la BDAC, il est important que les entreprises para-étatiques comprennent l'approche qu'elle a face à elles. Pour nous, une entité étatique est une entité à un fonctionnement privé, ayant pour obligation le résultat et la rentabilité. Cependant, il est important que ceux qui sont mandatés à diriger ces structures nobles fassent un lien entre l'objectif et les grands points du plan de développement qui est mis par les États liés à leur fonctionnement. Notamment, faire fonctionner en leur sein tous les organes de gestion. C'est un point important dans les phases de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, plusieurs entreprises du secteur public, s'il est difficile, trouvent toujours certaines raisons qu'il est difficile de mobiliser les ressources. Mais cependant, la mobilisation de ressources, que ce soit sur le marché, requiert certains préalables, et notamment la performance et la bonne gouvernance. Donc, quitte à eux, aujourd'hui, le conseil que la BDAC peut donner à ces entités et ces responsables, c'est déjà de mettre en place des feuilles de route de leur fonctionnement. Il y a plusieurs entités qui viennent vers nous, que lorsque nous posons même une question, nous allons vers où? Il est assez difficile. Donc, la performance, la bonne gouvernance et une gestion qui va sur le plan privé donnera la capacité à ces entités de pouvoir atteindre leurs objectifs. Merci. Merci beaucoup, M. Nguema. Merci beaucoup, chers panélistes. Je pense que nous avons balayé l'ensemble des questions sur cette problématique. Merci beaucoup. Madame la modératrice peut encore donner une question, mais c'est vous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois qu'on va devoir mettre un terme à cette session. Merci aux panélistes. Merci bien et merci pour vos échanges. Alors, chers participants, le programme prévoit une pause café. On décide ensemble. On la prend ou pas? On prend 30 minutes pour la pause café. On se retrouve dans 30 minutes dans la salle pour la prochaine session. Merci.